Commencer. Donc, je me présente très rapidement. Donc, moi, c'est Thibaut Renouf. Je suis le CEO de Partout. En 30 secondes, je vais vous expliquer ce que fait Partout pour vous donner le contexte et pourquoi on pense être bien placé pour vous expliquer ce que c'est le DMA. Partout, c'est une plateforme de conversion locale. Concrètement, on aide les points de vente à attirer plus de monde en magasin. On a été créé en juillet 2014. On est 400 collaborateurs et on est en forte croissance, donc de 50% par an. On a une plateforme globale pour gérer à la fois votre présence en ligne, donc la visibilité sur Google Maps, donc c'est pour ça qu'on va en parler aujourd'hui, mais aussi de toutes les plateformes type 118 000, Apple, etc. Donc le DMA a un gros impact sur ce produit-là et on va en parler. On a aussi un produit de Store Locator qui permet de référencer vos points de vente sur une carte sur votre site. On gère aussi tous les réseaux sociaux, les posts Facebook, posts Instagram, posts Google. Les avis, on en parlera aussi. Donc c'est ce qui s'appelle les reviews, les avis Google Maps notamment. Le booster, qui consiste à collecter plus d'avis. Et bien sûr, la partie messagerie WhatsApp, messagerie Facebook, messagerie Instagram. Et tout ça sur une seule plateforme. Et cette plateforme est aujourd'hui utilisée par 300 000 points de vente. J'imagine qu'il y a quelques clients qui sont connectés. Et on en a 1000 enseignes. Donc des slides comme ça, on peut en faire pas mal. Et vous voyez quelques-uns de nos clients qui nous utilisent. Et dans 150 pays. Et c'est tout pour Partout. Au bout de 3 minutes, on va maintenant parler du DMA, qui est un sujet sur lequel on se renseigne depuis un an. À titre personnel, j'y passe beaucoup de temps parce que c'est clé pour nos clients et donc c'est clé pour nous et on va creuser tout ça. Déjà, pour mettre le contexte, et c'est hyper important, c'est de différencier deux grandes régulations européennes qui changent la donne en termes de digital. La première réglementation, elle s'appelle le DSA, pour Digital Service Act. Et ça, c'est la lutte contre les contenus illégaux et la désinformation. Aujourd'hui, on peut dire n'importe quoi, enfin, il y a beaucoup de choses qui sont dites n'importe quoi sur Internet, et c'est beaucoup plus régulé dans la vraie vie. Ben là, l'idée, c'est de se battre contre la fausse information sur Internet, et c'est une problématique qui est très, très d'actualité. Et donc, on va juste détailler en 3 slides cette partie DSA avant de rentrer dans le vif du sujet sur le DMA. Le DMA, c'est le Digital Market Act, et c'est une autre régulation européenne qui lutte contre les pratiques anticoncurrentielles des VLOPS. Premier terme complexe, VLOPS, c'est les Very Large Online Platform et Search Engine. Donc, c'est les Bing, les Google, les Apple, etc. Souvent, on les associe aux GAFA. Le DSA et le DMA luttent contre des problématiques et des dérives qui sont liées aux GAFA. Et on va commencer par expliquer qu'est-ce que le DSA, pour Digital Service Act. Donc, lutte contre les fausses informations et lutte contre le self-preferencing, Digital Service Act, 3 petites slides. La première chose que va faire le DSA, c'est de travailler sur les faux profils d'entreprise. Donc, en 2023, ils ont lancé un grand plan, notamment sur Google Maps. 12 millions de profils d'entreprise ont été supprimés. Il y a aussi des vidéos violant les politiques de régulation. Il y a aussi un nouvel algorithme d'IA qui permet de supprimer des millions d'avis frauduleux. 170 millions d'avis frauduleux. C'est 45 de plus qu'en 2022. Et vous avez peut-être entendu parler, dans le cadre du DSA, la suppression des comptes inactifs Gmail. Donc, le DSA, concrètement, ça pousse Google, Facebook et tous les autres acteurs à supprimer des faux comptes, supprimer des fausses informations. Et c'est très important. On voit à gauche les MF, donc un local guide, les Tester Quest, les Younos Paris. Tout ça, ça va un peu disparaître. Et maintenant, on va demander aux gens qui postent des avis sur Google, par exemple, de mettre leur prénom et leur nom pour éviter les faux comptes. Et ça, c'est dans le cadre du Digital Service Act. Malheureusement, et vous avez peut-être vu si vous gérez des fiches Google Maps, le Digital Service Act a aussi un effet problématique qui est qu'il y a beaucoup de vrais avis qui sont supprimés. À titre personnel, moi, je poste beaucoup d'avis sur des restaurants, sur des points de vente, parce que chez Partout, c'est quelque chose qui est important pour nous aussi de contribuer à ces informations sur Internet. Et vous voyez un avis que j'ai laissé sur un point de vente, super ambiance, des propriétaires extrêmement gentils, et je ne sais pas pourquoi, il a été supprimé. En fait, ce qu'on observe, c'est que plutôt que de laisser un faux avis et 3 vrais avis, Google va en supprimer 4, et dans le lot, il y a plein de vrais avis qui sont supprimés. Mais comme c'est fait avec un algorithme d'intelligence artificielle, en fait, c'est l'algorithme qui va choisir, et parfois il va supprimer des bons avis, parfois il va en supprimer des mauvais, mais dans l'idée, ça va permettre de nettoyer Internet. Donc ça, c'est en application du Digital Service Act. Et ça, c'est donc sur les avis. Il y a aussi un autre effet du Digital Service Act, notamment sur Google Maps, c'est la lutte contre les fausses fiches.
Alors, je ne sais pas si vous connaissez ces histoires de fraude à la fiche Google Maps. En fait, par exemple, je vais aller sur une banque et je vais changer le numéro de téléphone. Donc, je vais faire suggérer une modification. Vous voyez le petit bouton en haut à gauche. Est-ce que le son est coupé? Je ne pense pas. Mais si c'est le cas, d'autres personnes, vous pouvez le mettre. En bas à gauche, vous voyez marqué suggérer une modification. Si je change le numéro de téléphone et je mets mon numéro de téléphone personnel en tant que fraudeur, eh ben, les personnes vont m'appeler et je vais pouvoir me faire passer pour le CIC. Donc, qu'est-ce qui va se passer côté Google? Le DSA va forcer Google à mettre en place des méthodes de validation de fiches beaucoup plus renforcées. Quand avant, c'était beaucoup plus facile de récupérer une fiche, maintenant, il faut faire une vérification par vidéo, par appel téléphonique. Les critères de validation groupés, si vous êtes par exemple McDonald's et que vous voulez valider toutes vos fiches d'un coup, ils sont complexifiés. Et il y a de plus en plus de suspensions de fiches. Tout ça, c'est pour se mettre en application du Digital Service Act. Et pour être franc, chez Partout, ça complexifie notre tâche, mais aussi ça pousse les entreprises à faire appel à des sociétés spécialisées pour valider leurs fiches, pour les aider dans les suspensions et de gérer tout ça. Donc ça, c'est fini pour le Digital Service Act. Maintenant, on va passer au DMA. Donc d'abord, on va commencer en donnant le contexte du DMA, puis de voir quelles sont les applications du DMA pour Google Maps, l'impact en termes de SEO local avec une vision plus large. On va aborder la notion de site de lieu, puis regarder l'impact sur le store locator et enfin les avis. Voilà, donc ça va être un peu long, mais on va tout couvrir. Et en vrai, cette présentation, on y a beaucoup travaillé, donc on espère que ça va couvrir tous les sujets autour. Déjà, le premier concept quand on parle de DMA, c'est l'article 6.5 du DMA qui mentionne le concept d'auto-préférence. L'idée, c'est que le contrôleur d'accès, donc qui peut être Google, Apple, Facebook, etc., il ne doit pas privilégier, faire un traitement plus favorable à ses services versus les services des concurrents. Et donc ça, c'est voilà, le DMA va lutter contre l'autopréférence pour mettre plus de concurrence en Europe et que ce ne soit pas juste les GAFA qui fassent la pluie et le beau temps. Ça, c'est le concept qui est derrière le DMA. Maintenant, les VLOPS, on en parlait tout à l'heure, donc c'est contrôleur d'accès. Il va y avoir Google Maps, mais il va y avoir aussi Alibaba, Amazon, YouTube, Wikipédia. Tous ces VLOPS sont confrontés à cette nouvelle régulation uniquement dans le territoire européen. Une petite chronologie pour que vous l'ayez aussi en tête. La Commission européenne a voté le DMA en juillet 2022, donc les entreprises sont au courant depuis un moment. Ils ont désigné les contrôleurs d'accès, ce qu'on appelle les gatekeepers, notamment Microsoft, Apple, Amazon, Meta, Alphabet et ByteDance, donc c'est TikTok. Et si on lançait dans les premiers tests, pourquoi on l'a fait le 28 mars? Vous voyez bien que entre le 18 et le 26 mars, les gatekeepers ont présenté leur rapport et leurs conclusions à la Commission européenne. Donc, ça veut dire qu'en fait, on a intégré à cette présentation, en l'espace de quelques jours, toutes les nouvelles informations qu'on a obtenues en lisant ces rapports, en discutant avec les membres de la Commission européenne. Quelles sont les prochaines étapes? Il va y avoir un débat et il va y avoir un verdict. Mais ça va encore me prendre un peu de temps. Entre-temps, les amendes commencent à tomber. Donc 1,8 milliard d'euros d'amende pour Apple, qui a privilégié sa propre plateforme de streaming de musique, Apple Music, par rapport à ses concurrents, comme Spotify. Donc là, on voit bien une amende qui tombe pour un VLOPS dans le cadre d'un système d'autopréférence. Donc l'autopréférence, c'est se mettre en avant ses services versus ceux des autres acteurs parce qu'on contrôle l'accès. Apple contrôle le store et donc va privilégier le téléchargement d'Apple Music versus Spotify, ceux qui n'ont pas le droit de faire. Maintenant, aujourd'hui, on va quand même parler beaucoup de Google, parce que vous êtes là aussi pour ça, et on a échangé avec Oliver Bethel, qui est le responsable de l'application du DMA au sein de Google. Il est basé à Londres. On a aussi discuté avec toute son équipe, et on a échangé pour essayer de comprendre qu'est-ce que ça voulait dire. Et donc, vous avez un peu un résumé ici. Donc, c'est entré en vigueur en mars, et ça comprend 4 volets. Le premier volet, c'est une question de data privacy. Donc, en gros, protéger votre donnée il va y avoir des bannières de consentement supplémentaires. Donc ça, c'est un premier volet. Il y a un deuxième volet, c'est la data portability. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous pouvez récupérer plus facilement les données qu'il possède sur vous en demandant à Google qu'est-ce que tu sais sur moi, et donc ça va faciliter aussi savoir ce que les moteurs de recherche savent sur vous, et ça existe déjà depuis longtemps, mais ça va l'améliorer.
Le troisième, c'est de pouvoir changer les moteurs de recherche par défaut. Donc là, il y a tout un sujet d'antitrust actuellement aux États-Unis qui oppose le gouvernement américain et Google et Apple, parce que Apple privilégie le téléchargement de Google Chrome dans ses iPhones. Donc ça, c'est un autre sujet. Et le quatrième sujet, qui va être le sujet principal aujourd'hui, c'est la notion de site de comparaison. La notion de site de comparaison, aussi appelée agrégateur, est très importante parce qu'elle répond à une problématique d'auto-préférence pour Google. Ces notions de site de comparaison, d'agrégateur, ils existent à la fois dans Google Flight, on pourra penser à Skyscanner ou tous les acteurs de comparaison de vol, et Google a une comparaison de vol qui s'appelle Google Flight. On pourra aussi penser à Google Shopping, il y a plein de sites de comparaison de marques, et vous avez bien sûr Google Business Profile et Google Hotel Ads. L'objectif ici, c'est de se dire que chacun de ces pans va mettre en place une nouvelle notion qui est la notion d'agrégateur. Pour répondre à cette problématique, Google a créé ce qu'on appelle les résultats enrichis. Ce terme, il faut le connaître. Les résultats enrichis, c'est des carousels, donc c'est-à-dire que vous pouvez les faire défiler horizontalement pour voir plus d'entités. Donc c'est en cours de test en Allemagne, en France, au Royaume-Uni et en Tchéquie. Ces résultats enrichis sont de 4 types. Le premier type de résultats enrichis, c'est les sites de lieux. On va en parler. Le deuxième, c'est les sites d'offres d'emploi. Le troisième, c'est les sites de vol. Et le quatrième, c'est les sites de produits. Nous, on va principalement se focaliser sur les sites de lieux. Mais vous pouvez, si vous vendez si vous avez des vols ou que vous proposez des offres d'emploi, ça va aussi vous impacter. Et ce nouveau carrousel enrichi est important. Comment sont créés ces carousels enrichis, ces résultats enrichis? Ils s'appuient sur des données structurées qu'ils vont prendre sur des sites. Les données structurées, qu'on appelle aussi métadonnées, sont présentes sur n'importe quel site et Google va s'en nourrir pour créer des petits blocs qui sont des previews, donc des avant-vues d'autres sites. Et on va en parler aussi, c'est derrière la technologie, ça s'appelle schema.org. Voilà, ça c'est pour, vous pouvez retenir, résultats enrichis s'appuient sur des données structurées. Un exemple de résultats enrichis, c'est les product sites. Là, on parle principalement de Google Shopping et on va parler ensuite de Google Business Profile. Mais les product sites, c'est la mise en avant via des résultats enrichis que vous pouvez voir alignés d'agrégateurs, notamment au UK comme Lyst, Stilllight ou PriceRunner, qui sont en fait des comparateurs de chaussures. Et donc là, on voit ce type de carousel qui sont des résultats enrichis. J'espère que c'est clair. Maintenant, comment ça impacte Google Maps et la recherche locale? Vous connaissez sans doute le pack local Google Business Profile. Google Business Profile qui est le nouveau nom de Google My Business. Ce pack local est composé de 3 résultats qui sont présentés et qui attirent beaucoup de monde. Pour vous donner une idée, les fiches de partout, donc celles qu'on gère pour nos clients, sont vues 10 milliards de fois par an. Donc, c'est un trafic monstrueux et vous utilisez ce local pack quotidiennement. Et donc, Google a une part importante du marché du référencement local. Google, en application du DMA, a mis en place un nouveau carrousel qui s'appelle site de lieu, qui, comme on l'expliquait, est un type de résultat enrichi. Voilà, c'est plutôt simple et on va rentrer un peu plus dans le détail. Déjà, pour essayer de comprendre, nous, ce qu'on a fait chez Partout, c'est qu'on a contacté à peu près toutes les personnes qu'on connaissait chez Google. On a pris comme contact aussi avec la Commission européenne, on a aussi pris contact avec l'autorité de la concurrence, on a parlé à des experts, on donne notre avis aussi en tant qu'expert. Et il y a plusieurs choses qui sont remontées. Déjà, l'enjeu pour Google, c'est de définir Google Business Profile comme faisant partie de ses Core Search Services. Pourquoi? Parce que si Google est capable de dire que Google Business Profile, c'est cœur dans son offre, dans ce cas-là, il n'y a pas besoin de créer de la concurrence, il n'y a pas besoin de mettre en avant tous les autres, puisque c'est inclus à son moteur de recherche et ça ne tombe pas dans l'application du DMA. Mais Google commence déjà à mettre en place les sites de lieu pour se mettre en compliance. Compliance, c'est la conformité. La conformité, c'est donc appliquer la loi. Les sites de lieu, ils seront rarement en haut, on va le voir, ils seront plutôt en bas. Et l'ordre des sites de lieu, donc on a essayé de comprendre, on a fait des tests, on a demandé à Google, il varie selon la recherche via un algorithme qui est propre à cette position. C'est-à-dire que pourquoi parfois c'est Le Petit Futé, parfois c'est Foursquare, ça va être un algorithme qui tourne, qui est propre au site de lieu.
Et ce qu'il faut retenir aussi, c'est que dans le cadre de tout ce débat, on rentre dans un jeu du chat et de la souris entre la Commission européenne et Google, chacun argumentant de son côté. Google argumente notamment sur le fait que c'est difficile, donc ça c'est en anglais, des trade-offs, ça veut dire des compromis. Et en fait, il y a un compromis complexe entre l'application du droit et la liberté de concurrence, et de l'autre côté, le bénéfice que tirent les internautes, c'est-à-dire vous, nous, mais aussi les entreprises. En effet, là, ce jeu est du chat à la souris, juste pour vous donner les dernières nouvelles, le 21 mars, donc la semaine dernière, il y a eu un workshop qui a duré quasiment 9 heures, dans lequel Alphabet, la maison mère de Google, a présenté à la Commission européenne tout ce qu'ils avaient fait pour se mettre en application du DMA. Le 25 mars, donc c'était il y a quelques jours, la Commission européenne a ouvert une enquête sur Google qui va durer 12 mois pour vérifier si tout ce qui a été mis en application correspond bien au DMA. Donc, on en a encore pour 1 an de nouveautés. Voilà. Donc, pendant 1 an, on va continuer à avoir des nouveautés sur ce sujet. On vous tiendra bien sûr informé. Maintenant, si on prend du recul et qu'on se dit qu'est-ce qui s'est passé, donc il y a quelques années, les annuaires, tous les annuaires qui existent, Mappy ou Foursquare ou Facebook, ils cherchaient à apparaître dans Google pour revendre ce trafic à des prix élevés au point des points de vente. Et le Local Pack de Google a permis de rediriger le trafic sans intermédiaire avec une meilleure expérience utilisateur. Ça, c'est pas nous qui le disons chez Partout, c'est Near Media, un média américain. Donc là, j'ai essayé de prendre un point de vue externe. Donc en fait, il y avait des annuaires qui existaient et ils revendaient le trafic au point de vente. Et Google a permis au point de vente de se référencer sans payer avec un contact direct avec les internautes. Aujourd'hui, le DMA, ça pose quelques problèmes en termes de concurrence. On va parler de Google Maps et des sites de lieux. Je voudrais juste prendre un exemple de Google Ads Hotel parce que je pense que c'est une problématique très forte. En fait, les hôteliers, ils s'attendaient à gagner en visibilité sur Internet grâce au DMA. Vous pouvez lire cet article du Figaro. En fait, ça ne correspond pas du tout à ce à quoi ils s'attendaient parce que Google, plutôt que de mettre en avant les hôtels, a appliqué le DMA et a mis en avant les agrégateurs. Or, les agrégateurs comme Booking, Expedia, Kayak, Trivago, ils prennent des commissions sur les hôtels. Donc, le DMA, pour les hôtels, a créé en fait une couche, un intermédiaire entre vous, les internautes, et les hôtels. Et cette couche d'intermédiaire, elle prend des commissions. Donc, il y a une vraie peur aujourd'hui de l'application du DMA et de ce que Google va faire pour se mettre en conformité. Et est-ce que ça va être dans l'intérêt des internautes et des entreprises ou est-ce que ça va juste être dans l'intérêt des agrégateurs qui sont ici, pour la plupart, américains. Booking, Expedia, Agoda sont des sociétés américaines qui permettent à des gens de prendre des hôtels. Voilà, là on a fait un peu l'ensemble de la vision du truc. On est à la slide 27 sur 70 et maintenant on va rentrer un peu plus dans le concret sur quel est l'impact sur le SEO local. Avant ça, si vous avez une petite heure, je vous conseille d'aller regarder le webinaire qu'on a fait la semaine dernière. Il y avait 170 personnes connectées pendant 1 heure. Au bout d'1 heure, il y avait encore 160 personnes connectées. J'espère que cette fois-ci aussi, on fera aussi bien. C'est un webinaire sur le futur d'Internet, notamment Google SGE, l'IA, TikTok. Ça vous permettra de donner un peu plus de contexte à ce qui va être dit aujourd'hui. Parce que je ne vais pas réexpliquer tout ce qui a déjà été dit sur le futur d'Internet. Mais je vais quand même vous faire une petite histoire du SEO local. Donc, le SEO local, ça date pas d'aujourd'hui, ça date d'il y a très longtemps. D'abord, en 2014, donc quand Partout a été créé, il y avait beaucoup d'annuaires, notamment des annuaires téléphoniques. Vous vous rappelez peut-être de la musique de 118. Alors, je ne vais pas la chanter malgré les demandes de chansons au début de ce webinaire, mais vous vous en rappelez sûrement. Il y avait aussi 118 712. Il y avait Dis-moi où. L'internaute et énormément d'annuaires téléphoniques qui se partageaient le marché. Et ce qu'ils faisaient, c'est que, je ne sais pas si vous vous rappelez, quand vous appelez le 118-218, vous deviez payer pour obtenir les coordonnées d'un point de vente. Ça, c'était un marché qui faisait pas mal d'argent et qui a été disrupté, qui a été concurrencé par l'avènement de Google Maps. Google Maps a permis tout simplement de créer, pour les points de vente, de créer leurs fiches et donc leur annuaire en ligne. Et donc, ils ont concurrencé l'équivalent des pages jaunes, en fait, mais gratuit et à la portée de tous. En 2021, il y a eu une nouvelle tendance qui a été la plateformisation. La plateformisation, c'est que des concurrents se sont mis à créer des pages lieux
pour concurrencer Google Maps, vous avez les pages points de vente Instagram, vous avez Apple Business Connect qui devient de plus en plus importante pour ceux qui utilisent Apple Plan. Vous êtes 16 millions en France, c'est pas rien. Vous avez Snapchat qui est utilisé par les jeunes générations et TikTok aussi qui référence des points de vente. Donc 2014, plein de concurrence. 2016-2020, Google est roi. 2021, des concurrents, Apple, Instagram, TikTok, arrivent. Et 2024, coup de théâtre, le DMA, le Digital Market Act, veut redonner du poids aux acteurs de 2014. Donc, aucun Instagram, TikTok, Apple et Snapchat ne sont pas dans les sites de lieu. Donc ça, c'est une autre tendance. Par contre, on essaye de mettre dans les sites de lieu, on essaie un peu de refaire vivre ces anciens annuaires qui étaient historiquement, en 2014, des annuaires très implantés, mais qui ont quand même perdu beaucoup de leur superbe parce que justement, ils ont eu la concurrence gratuite de Google Maps. Et c'est sur ça qu'on s'est positionné avec Partout. En fait, il y a très très peu de tests qui ont été effectués sur les sites de lieu. Donc, à titre personnel et avec plusieurs membres de l'équipe, on s'est coltiné à faire à la main des centaines de recherches pour voir quels sont les sites de lieu. Donc, on a tapé des mots-clés, type, vous pouvez le faire vous-même, type Institut de beauté à Nice, et on a regardé quels étaient les sites de lieu qui remontaient pour vous faire ce webinaire. En fait, pour prendre un peu de hauteur, il est important de comprendre qu'il y a 4 typologies de sites de lieu. Ces 4 typologies, c'est d'abord les sites de marque. Les sites de marque, c'est votre site, votre store locator. Et ça, on va en dédier une partie entière sur l'importance du store locator dans le cadre du DMA, parce qu'il permet de remonter dans les sites de lieu qui vont prendre de l'importance. Le deuxième type de site de lieu, c'est les annuaires majeurs. Un annuaire majeur, c'est un annuaire qui a un certain domaine authority, une certaine visibilité sur Internet. Et donc, vous connaissez peut-être Facebook, Mappy, Page Jaune et le Petit Futé, qui sont des annuaires majeurs. Ensuite, vous avez les annuaires plus rares, c'est-à-dire ceux qui vont remonter dans certains cas, mais pas tout le temps, parfois en deuxième ou en troisième position, sur le carrousel enrichi de sites de lieu. Vous allez avoir des sites comme Juste à côté, Bonial ou Foursquare. Enfin, vous allez avoir des annuaires spécialisés. Un annuaire spécialisé, c'est un annuaire qui ne traite qu'un secteur. Vous avez par exemple Treatwell, qui est un annuaire spécialisé dans la beauté, donc les coiffeurs par exemple, TripAdvisor pour la restauration et l'hôtellerie, Sortir à Paris pour les boîtes de nuit, Paru Vendu, je crois que c'est l'immobilier. Voilà. Et donc vous avez plein d'annuaires spécialisés qui sont souvent que pour un secteur et souvent en position un peu plus loin dans les sites de lieu. Tout ça, ça remet l'importance sur un de nos produits chez Partout, qui est le Presence Management. En effet, le Presence Management a pour objectif, non pas de vous diffuser que sur Google Maps, mais de vous diffuser sur tous les sites qui le permettent. Donc, ça va être Snapchat, ça va être Facebook, ça va être Bonial, etc. Et donc, l'objectif est de de prendre vos informations point de vente et de les diffuser. Et ça, c'est le produit principal de Partout, que vous connaissez peut-être. En fait, vous rentrez vos informations et nous, on les multidiffuse sur tous les annuaires, l'annuaire de La Poste ou typiquement le 118 000. Donc, les sites de lieu qu'on va mettre à jour, on en a donné quelques-uns, et donc c'est hyper important de bien faire du presence management, surtout dans le cadre du DMA. Je voudrais juste aussi donner un point qui est très important, c'est la différence entre Google Search et Google Maps. Donc, quand vous cherchez un point de vente sur Internet, vous pouvez soit le faire depuis Google Chrome, dans une expérience de search, soit vous avez l'application Google Maps sur votre mobile. Point très important, le DMA n'impacte pas Google Maps. Le DMA impacte Google Search, c'est-à-dire l'expérience de search. Puisque si vous êtes sur Google Maps, vous avez choisi Google Maps et Google n'a pas besoin de mettre en concurrence dans la propre application de Google. Par contre, si vous êtes sur Google, qui est un moteur de recherche, là, on est dans une phase où on va concurrencer. Point aussi important, à droite, vous avez toute la partie Google Maps qui représente la moitié des vues. Et à gauche, la partie Google Search. Donc, on voit que le DMA n'impacte pas 50% des vues que vous avez depuis Google Business Profile. Maintenant, on va prendre un point de recul et qui est très important, c'est qu'on va distinguer 3 types de recherches sur Internet quand vous cherchez un point de vente. Il y a un premier type de recherche qui s'appelle les recherches directes. C'est quand je tape, par exemple, Leroy Merlin, Paris 19, Rosa Parks, je cherche un seul point de vente. Ensuite, vous avez une deuxième type de recherche dont on va parler, c'est les recherches marques. Par exemple, je cherche Burger King. Et là, je vais voir tous les Burger King autour de moi. Pareil, je cherche juste Leroy Merlin. Vous avez un troisième type de recherche qui s'appelle les recherches découvertes, qu'on appelle aussi les recherches concurrentielles. Ces recherches concurrentielles, c'est quand vous tapez restaurant,
ou coiffeur à Nice. Là, vous cherchez un produit ou une activité sans penser à une marque en particulier. Et donc, pour comprendre l'impact du DMA, il va falloir distinguer son impact sur les recherches directes, sur les recherches marques et sur les recherches concurrentielles. On va commencer par les recherches directes. Comme vous pouvez le voir sur ces exemples que j'ai pris il y a quelques jours, on voit que je cherche Laura Merlin Paris 19 Rosa Parks ou Gémeaux à Gennevilliers, et là, il n'y a rien qui change. Il n'y a rien qui change parce qu'on voit une seule fiche et on ne voit pas les carousels, ce qu'on appelle les sites de lieux. Allons voir maintenant sur les recherches de marque. En recherche de marque, je tape banque. Alors, banque à Paris, non, ce n'est pas une recherche marque, je me suis trompé. C'est une recherche découverte ou concurrentielle, mais vous avez l'exemple de LCL à droite, où je vais juste taper LCL. Et dans ce cas-là, je vais avoir d'abord tous les LCL qui sont référencés dans les sites de lieux, et en dessous, pardon, dans le local pack, et en dessous les sites de lieux. Donc là, on voit bien que Google rajoute le carrousel dans les recherches de marque. Dernier point, c'est les recherches découvertes. Les recherches découvertes, en décembre, Google a lancé les sites de lieux qui étaient au-dessus du local pack. Donc vous voyez, ça c'est une capture d'écran qu'on a pris en décembre. Et on a contacté Google, on a dit « Ah, c'est intéressant, les sites de lieux sont au-dessus du local pack ». Très rapidement, aujourd'hui, Google a fait volte-face et dans la quasi-totalité des recherches, on voit que les sites de lieux sont passés en dessous. Alors, bien sûr, Léonie dit que les sites de lieux sont toujours en premier. Ça dépend des gens. En fait, il y a énormément de tests qui sont en cours. Là, on voit une bascule. Et ça va une bascule de beaucoup plus de tests qui étaient faits au-dessus et ensuite qui sont en dessous. Nous, on a fait des enquêtes auprès de nos 400 salariés pour voir qui avait quoi. Franchement, c'est des tests, mais la tendance est assez forte pour dire que les sites de lieux sont redescendus en dessous du local pack. Maintenant, ce qu'on va voir, parce qu'on a aussi des études, sur à quel point, qu'ils soient en haut ou qu'ils soient en bas, ces sites de lieux sont cliqués. Donc ça, c'est un point qui va être important juste après. Juste pour vous redonner, donc, les sites de lieux sont un élément important de mise en application du DMA par Google. Il y a d'autres choses qui sont faites, par exemple la possibilité d'inclure à Google Maps des posts des autres réseaux sociaux. On voit ici que les posts sur Facebook sont inclus dans une fiche Google Maps. Donc là, c'est tout l'intérêt de faire des posts Facebook, des posts Instagram, etc., puisque on voit qu'ils sont affichés maintenant dans Google Maps. Et donc, Google, bien loin de vouloir uniquement promouvoir ses propres posts, va se connecter à d'autres plateformes pour mettre en application le DMA. Et alors ça a fait beaucoup parler dernièrement. Il y a eu des tests qui ont été faits. Je ne sais pas si vous l'avez vu, moi je ne l'ai pas, mais c'est le double pack local. C'est-à-dire qu'en fait, les sites de lieux ont été pris en sandwich entre un premier pack local et un deuxième pack local. C'est-à-dire que maintenant, il y a 2 fois plus de fiches Google Maps dans une vue quand on cherche un point de vente. Et là, il va y avoir un gros débat, à savoir si Google n'essaie pas de donner un peu de trafic à des sites de lieux qui s'appellent Place Site, comme vous le voyez ici, tout en essayant d'en récupérer en plus en rajoutant un deuxième pack local. Donc ça, c'est en test. Il y en a qui l'ont, il y en a qui l'ont pas. Maintenant, la question qui arrive, c'est on a bien expliqué quels étaient les sites de lieux qui apparaissaient, quels étaient les différents types de sites de lieux, mais la vraie question, c'est quel usage? C'est-à-dire, est-ce que vous et moi, on va utiliser ces sites de lieux plus qu'avant et quel est le nombre de clics, quel est l'engagement? Donc, ce qu'on a déjà fait, c'est qu'on a demandé, on a regardé sur Internet, il y a eu plusieurs études qui ont été faites. Il y en a une qui a été faite par le média Near Media. Il y a aussi une autre étude qui a été faite par Yelp et d'autres études qui sont sorties récemment. Donc, je vous ai mis celle de Near Media, qui est une analyse sur 100 personnes basées en Irlande, donc en Union européenne, dont l'écran a été enregistré, ce qu'on appelle du eye tracking. Qu'est-ce que l'eye tracking? C'est-à-dire qu'en fait, on va regarder vos yeux et on va essayer de voir où ils se positionnent sur le search. Et on va faire ce qu'on appelle une heat map, c'est-à-dire une carte de chaleur de où est-ce que vos yeux se portent. Et la conclusion de cette étude, c'est que le Place Site Module, donc en anglais, ce qui signifie en français le module de site de lieu, le carrousel de site de lieu, pourrait aussi bien ne pas être invisible. C'est-à-dire que la conclusion de cette étude, c'est de dire que les gens ne cliquent pas et ne voient pas ce module-là. Pourquoi? On va le voir un peu, mais déjà les chiffres pour que ça soit un peu plus parlant pour vous. Vous avez sur mobile et sur le web le taux d'engagement, le taux de visibilité et le taux de « je n'ai pas vu ».
Donc en gros, on pose la question, est-ce que le low-CAC sur mobile, vous l'avez vu? Alors, est-ce que vous avez cliqué dessus? Donc, vous voyez sur Google, 80% des gens dans la recherche de restaurants ont cliqué sur le low-CAC, quand sur mobile, les sites de Lyon ont récolté moins de 5% des clics. Par ailleurs, 42% des gens nous disent qu'ils ne l'ont pas vu. Et ça, c'est problématique parce que dans le cas de l'application du DMA, on est quand même en train d'essayer de rétablir de la concurrence entre Google et les annuaires. Donc, si près de 50% des gens ne voient même pas qu'il y a un nouveau bloc, ça pose une question. Les conclusions de l'étude pointent aussi du doigt le fait que ces sites de lieux, ils ne sont pas très attractifs. Là, on voit qu'il n'y a pas de preview pour donner envie de cliquer et que l'UX n'est pas parfaite. Et la question que pose Nirmedia à la fin de son étude, c'est Google est-il vraiment en adéquation avec les directions de la Commission européenne? Point très important. On a dit tout à l'heure que les résultats enrichis utilisaient les métadonnées, donc les données, par exemple ici de MAPI, pour faire la preview, la première vue. Et là, on voit que les previews sont très pauvres. Pourquoi? Parce que Google n'a pas trouvé les informations dont ils avaient besoin pour mettre des previews plus attractives. Et ça peut expliquer le fait que les gens ne les voient pas ou ne cliquent pas, parce que l'œil est plus attiré par des photos, en l'occurrence le site de la ville de Paris, que par des petits blocs de texte. La conclusion de l'étude, c'est qu'au vu du manque d'engagement des internautes, les sites de lieux sont presque invisibles. Ils n'apportent aucun engagement, même en première place. Je pense que cette conclusion, elle n'est pas totalement vraie, puisqu'il y a quand même des clics, et donc c'est important d'être présent dessus. Alors là, on prêche un peu pour notre paroisse partout, puisque notre travail, c'est aussi de mettre à jour sur toutes les plateformes. Donc, on serait content que 118 000 ou que MAPI ait plus de clics. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que c'est encore peu cliqué. Donc, on peut s'attendre à une petite baisse du trafic de Google Business Profile parce que les sites de lieux vont drainer une partie du trafic. Mais j'aimerais attirer votre attention sur plusieurs points. Il y a 4 problématiques principales qu'on a relevées. Donc, pour vous donner une idée, on a passé des heures à faire des recherches, à cliquer sur les liens. En gros, je l'ai fait à titre personnel pendant des heures parce que je me disais que ce webinaire allait être très important pour partout parce qu'on a beaucoup de clients, beaucoup de prospects qui se posent la question. Et vous êtes 450 connectés au moment où je parle, donc c'est important pour vous aussi. Les 4 principales problématiques qu'on voit dans les sites de lieux sont les suivantes. La première, c'est l'expérience utilisateur. Il y a trop de clics. On va vous le montrer. Le deuxième, c'est la localisation. En fait, la recherche n'est pas contextualisée parce qu'il n'y a pas de cookies. Ça aussi, je vais vous le montrer. Le troisième point, c'est l'interface utilisateur, qui est différente de l'UX. C'est que l'interface utilisateur des annuaires est parfois un peu chargée en publicité, un peu trop d'informations, il n'y a pas forcément de cartographie. Donc, les annuaires vont devoir progresser dans l'UI de leur plateforme. Et le dernier point qui est problématique, c'est que la qualité de la donnée est souvent fausse. Partout, on gère 300 000 points de vente. Donc, on va mettre à jour ces informations. Pour vous donner une idée, en France, il y a 4 millions de points de vente. Donc, partout, ne gère que 10% des points de vente. Donc, 90% des points de vente, la donnée n'est pas fiable. Et donc, il va y avoir une forme de déception, et ça, on va aussi vous le lister. Premier point, on a parlé d'une expérience déceptive. Pourquoi? Là, je vous prends un exemple. Je cherche un institut de beauté, je cherche une esthéticienne, par exemple, et je vais avoir un carrousel qui me montre Le Bon Coin. Moi, je me suis posé la question parce qu'on discute avec Le Bon Coin, on aimerait bien référencer les fiches, mais il n'y a pas moyen de référencer des fiches dans Le Bon Coin. Il n'y a pas moyen de référencer un point de vente. Par contre, ici, on voit qu'il y a un institut de beauté qui a à vendre. Mais quelle est l'expérience utilisateur de quelqu'un qui veut aller chez une esthéticienne et qui se trouve sur Le Bon Coin pour acheter un institut de beauté? Donc ça, et des cas comme ça, c'est un qui peut vous montrer que c'est difficile, mais en réalité, on en a beaucoup de différents. Et cette étude, je l'ai faite, moi, à l'époque, il y a 3 mois. Donc, les carousels étaient au-dessus, mais on les a retestés et on a trouvé plein de problématiques d'expérience. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que l'expérience utilisateur, l'UX, est aussi complexe. Partout est partenaire de Bonial, un site qui est hyper important pour si vous voulez diffuser vos prospectus en ligne. Mais la problématique, c'est que ici, si je veux avoir les horaires d'un Leroy Merlin, l'expérience utilisateur est différente entre avoir directement ce qu'on appelle en no-click search les réponses versus cliquer sur Leroy Merlin Bonial, cliquer sur le bon magasin, puis voir les horaires en descendant. Parce que Bonial n'est pas une plateforme sur laquelle le but est de diffuser les horaires. Le but, c'est de diffuser des promotions. Et donc, on est sur une
UX qui ne correspond pas à l'usage que vous en feriez si vous voulez aller chez Leroy Merlin un samedi et que vous voulez savoir si c'est ouvert. Donc ça, c'est un autre problème, c'est l'UX. Il y a un troisième problème qui est la localisation. Quand vous tapez supermarché sur Google ou supermarché proche de moi, qu'est-ce qui va se passer? Je tape supermarché et en fait, je suis géolocalisé. Géolocalisé, ça veut dire que Google connaît ma position et va me proposer sur Google Maps, dans le pack local, des points de vente autour de moi. Je pourrais aussi taper supermarché proche de moi. Donc, Google Maps est contextualisé par rapport à ma géolocalisation. Le problème, c'est que les sites de lieux ne connaissent pas ma géolocalisation. Parce que quand je fais une recherche sur Google, je n'ai pas donné le droit à Foursquare, je n'ai pas donné le droit à Facebook de me géolocaliser. Et donc, on arrive sur une expérience qui est extrêmement déceptive dans ces sites de lieux parce que je tape supermarché et là, Facebook me propose le supermarché de Montpellier alors que je suis basé à Paris. Donc, et avec une promotion sur la volaille. Donc, et c'est une page Facebook à qui je peux envoyer un message, mais dans mon expérience de recherche, si je tape supermarché et que je suis à Paris, ben j'espère pouvoir trouver des supermarchés autour de moi. Et il m'est arrivé, à titre personnel, je me suis trompé de restaurant. Il y avait 2 restaurants qui s'appelaient pareil. Il y en avait un qui était près de chez moi à Guimauquet et un autre dans le nord de Paris. Et j'avais réservé et j'ai tapé le truc et j'ai cliqué dessus. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ils allaient m'envoyer à celui qui était au nord de Paris et ils ne m'avaient pas mis en premier celui duquel j'étais à 100 mètres. Et donc, on a vraiment un enjeu qui est: est-ce que les sites de lieux vont être capables de contextualiser les recherches locales par rapport à la géolocalisation des personnes qui le font? Ou alors, vous serez obligé, si vous voulez utiliser les sites de lieux, de taper l'adresse ou supermarché près de Guimauquet. Et encore, je ne sais pas si les sites de lieux seront capables de récupérer cette recherche pour vous proposer des choses concrètes, applicables à votre recherche. Vous voyez bien ce concept, ça on pourra en reparler si vous avez des questions. C'est la notion de géolocalisation et je pense que c'est un vrai frein à l'utilisation des sites de lieux pour les internautes. Le dernier point, on en a parlé, c'est la qualité de la donnée. On a fait des centaines de recherches sur des sites de lieux qu'on ne nommera pas, mais qui diffusent des informations qui sont erronées. Comment on le fait? On va chercher sur Google et ensuite on va chercher sur le site de lieu en question pour voir les informations. Et là, on a le cas d'une horaire de dimanche qui est ouvert jusqu'à 20h sur un site de lieu et à 21h sur Google. Et des cas comme ça, on en a énormément. Et donc, si vous êtes déçu une fois sur un site de lieu, il y a de fortes à parier que vous alliez... voilà, il y a Maurice qui dit oui, c'est possible de géolocaliser les sites de lieux. Maurice, avec grand plaisir pour en discuter à côté. Tous les tests que moi j'ai fait à titre personnel ne géolocalisez pas, mais ça peut être intéressant de voir ce qui est possible. L'autre point, c'est l'expérience, l'interface en fait, qui est parfois un peu compliquée, comme vous pouvez le voir ici. Donc il y a des ads, etc. Après, c'est à vous de juger en tant qu'internaute. Et je vais passer cette partie. Alors, voilà, on pourra reprendre toutes ces analyses. Hein. Le but, c'est pas de donner une vérité générale. Alors, maintenant, ça localise peut-être, mais dans ce cas, il faut que vous marquiez la ville à côté. Hein. Mais je peux le retester tout de suite. Enfin, juste après. On vous enverra peut-être si on a des changements qui sont apportés. Alors, l'opportunité pour les store locators. En fait, les store locators, pour rappel, c'est en gros une interface de visibilité de vos points de vente sur votre carte, sur votre site. Donc ici, vous avez Vincent Immobilier qui référence ses points de vente sur une carte et qui est adapté au mobile. Partout, nous, on est fournisseur de store locators pour plus d'une centaine d'enseignes et on développe des store locators pour nos clients et nos prospects qui sont intéressés pour améliorer le référencement de leurs points de vente sur leur site. Ce qui est intéressant, c'est que le référencement de vos points de vente sur votre site a aussi un impact sur les sites de lieux. En fait, on l'a dit tout à l'heure, que dans les sites de lieux, il pouvait y avoir des annuaires, comme ici Mappy ou Bonial, mais il peut aussi y avoir un site d'une marque. Là, vous voyez bien que j'ai fait une recherche qu'on appelle découverte, où j'ai tapé supermarché. Or, en tapant supermarché, on me met Carrefour. Et Carrefour, ce qui est montré, c'est le store locator. Et donc, la première chose que vous devez faire, si vous voulez vous mettre en application, en tirer parti du DMA, c'est d'améliorer votre store locator pour qu'il puisse remonter dans des recherches découvertes, dans le carrousel de sites de lieux. Ici, on a encore mieux, Leroy Merlin, qui est dans le local pack. Voilà, alors ça, c'est assez inédit. Et demain, en application du DMA, Google pourrait inclure
Et donc ça, c'est ce que j'ai vu, hein, c'est une capture d'écran réelle, c'est pas un montage. Le Store Locator est inclus dans le local pack, car le Store Locator est de qualité et que les informations sont bien référencées avec les métadonnées sous le truc de schema.org. Ça, point à part, si vous voulez faire un audit de votre Store Locator, nous, on a des équipes spécialisées. Il suffit de prendre contact avec nous sur notre site et on vous fait un audit complet de votre Store Locator pour l'améliorer, à la fois en termes de contenu, en termes de technicité et en termes de SEO local. Autre point, et ça, je l'avais jamais vu non plus, c'est le Store Locator d'un de nos clients, Demeco, qui remonte avant les sites de lieu et avant le local pack. Et donc là, c'est pas de l'ADS, c'est juste du référencement naturel. J'ai tapé agence de déménagement à Lille et je vois que le Store Locator est en première place, celui d'un client, devant les sites de lieu et devant le Google Pack. Et donc, on voit que tout est en train de se redistribuer. Et donc, ce qu'on conseille à nos clients et à nos prospects, c'est d'investir à la fois sur Google, parce que ça reste le carrefour d'audience principal. Par ailleurs, les sites de lieu, mais aussi et surtout le Store Locator, car c'est souvent quelque chose sur lequel nos clients, en tout cas, n'ont pas assez investi, et c'est en lien avec Maps. Point important, plus votre fiche Google Maps est forte, plus votre Store Locator en bénéficie. Plus votre Store Locator est fort, plus votre fiche Google Maps en bénéficie. Il y a donc un lien entre le SEO dans les SERP et le SEO dans Google Maps. Et ça pourrait faire l'objet d'une formation spécifique pour vous expliquer comment l'un tire parti de l'autre. Et donc, c'est pour ça que Partout développe une stratégie globale pour vous les enseignes. Donc là, on a un exemple de schema.org pour un des clients de Partout, Supintérim. Tout simplement, il vous suffit de taper « Inspecter » sur votre site. Vous avez l'impression dans ce cas-là d'être un développeur web, vous cliquez droit, vous cliquez inspecter, vous allez voir le code source qui est derrière la fiche, la page qui est affichée sur votre site. Dans ce code source, on va mettre en place des informations, ce qu'on appelle des métadonnées, des données sur les données. Donc là, en l'occurrence, le logo, on va dire que ceci est un logo. Les horaires, on va dire que ceci est un horaire. Ça va permettre quoi? Ça va permettre à Google de lire les informations de votre Store Locator pour les intégrer dans Google. Alors, il y a beaucoup de gens qui mettent des petits commentaires. Je vais faire un petit point parce que c'est vrai qu'on peut, on peut toujours tester des choses qui vont faire le contraire ou pareil. Le point qui est important, c'est de se dire qu'il y a plein de tests. Et donc, beaucoup de choses que je dis actuellement marchent parfois sur une majorité de gens et ne marchent pas sur certains. Ça va dépendre de plein d'aspects. Et donc, ce qui est très difficile en SEO, c'est de donner des vérités générales. Puisqu'en fait, c'est qu'une question de statistiques. Et donc, vous pouvez avoir une expérience personnelle qui est différente. Donc, c'est pour ça que c'était difficile aussi de prendre la parole sur le DMA, parce qu'on peut aussi remettre en question certaines choses. Sur ces sujets-là, sur le DMA, sur le Store Locator notamment, on organise avec des agences SEO, parce qu'on collabore avec les agences SEO, un événement qui s'appelle le Partner Summit, qui a lieu le 4 avril dans les bureaux de Partout, où on va parler notamment du Store Locator, mais de pas mal de choses. Si vous êtes une agence et que vous êtes connecté aujourd'hui, n'hésitez pas à scanner ce QR code et à vous inscrire. C'est l'occasion de parler avec plein d'autres agences, plein d'autres technologies locales et SEO pour pouvoir voir les nouveautés. On va passer à une dernière partie avant de finir sur ce webinaire et de passer aux nombreuses questions que vous avez posées. C'est la question des avis. Alors, sur les avis, il y a un point qui est important, c'est la récupération des avis d'autres plateformes. C'est-à-dire que Google est en train de choper des avis un peu partout sur Internet et de les intégrer à sa fiche. Alors, ici, en l'occurrence, vous avez Treatwell qui a été intégré à la fiche de l'Institut Bello Naturel Paris-Montmartre à côté de Google. Et vous voyez qu'il y a plusieurs avis qui sont remontés et donc ça veut dire que Google va intégrer d'autres avis. Maintenant, pareil, j'ai passé des heures la semaine dernière à taper des points de vente. J'en ai fait 300. Et à chaque fois, j'ai noté quels étaient les avis qui étaient dans les fiches. Donc, j'ai tapé à la fois des fiches de restaurants, mais aussi des fiches d'intérim, des fiches de concessionnaires automobiles, etc. Les sites, les avis en ligne proviennent à la fois des sites des Store Locator, peuvent aussi provenir de plateformes spécialisées ou de sites moins fréquents. Donc, par exemple, ça peut provenir de Mapster, de Facebook, de Treatwell, de Trustpilot, de TripAdvisor. Les sites moins fréquents, c'est Société Info, MyBoulange, etc. Et j'ai rempli tous
tout ce que j'avais vu. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tapé 300 fiches à la main et pour chaque fiche, j'ai renseigné les avis qu'il y avait. J'ai fait tout le type de secteur et je vous montre aujourd'hui les résultats. Donc, sur 300 fiches, dans 49%, il n'y avait pas d'autres avis que Google dans le petit bloc que vous voyez à gauche. C'est-à-dire que seulement Google était affiché. Là, vous voyez, il y a Société Info. Société Info, paradoxalement, c'est le premier site d'avis qui est référencé sur les fiches Google Maps. À mon sens, cela n'a aucun sens. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'avis sur Société Info et vous devez vous connecter, je ne sais pas par quel biais, pour y aller. Donc, il y a plein d'erreurs, il y a plein de problématiques. Il y a des avis aussi sur Uber Eats, page jaune qui représente 5%, le Store Locator, Yelp, etc. Là, on n'est pas sur un pourcentage d'avis. On est un pourcentage, donc c'est pas combien il y a d'avis par rapport au total. C'est sur combien de fiches il y a des avis, page jaune, sur combien de fiches il y a des avis Uber Eats, sur combien de fiches il y a des avis Yelp. Le point aussi qui est très important, vous voyez le petit autre qui est écrit en rouge cramoisi. Vous avez à droite plein de sites. Et chacun de ces sites apparaît une ou deux fois. Donc Fitcar, Allo Garage, Vite un dépanneur, BankBest, Bankaround, Téléphone City, Maville.com, tous ces annuaires, et il y en a des centaines et des centaines, apparaissent sur une fiche, deux fiches sur 300, pas plus. Et TripAdvisor un peu plus, mais ce qui est complètement absurde, c'est qu'en fait, Google scrape le web, et tous ces avis sont soit faux, soit qui datent d'il y a 10 ans. Donc ça, c'est un vrai enjeu. Alors, il y a des avis qui sont bons, il y a TripAdvisor, elle a des très bons avis aussi, oui, avis vérifié peut remonter à certains moments. Mais en fait, tout ça, c'est une question de SEO. Et donc, la problématique, c'est que tous ces avis apparaissent, mais il est impossible de récupérer les avis sur Société Info. Page jaune ne le propose pas non plus directement. Yelp non plus est présent qu'aux États-Unis. Mapster le propose, mais je ne sais pas s'ils le font par API. Trustpilot, on va en parler aussi. Et on n'insulte pas les acteurs, on n'insulte pas Trustpilot, qui peuvent très bien être connectés d'ailleurs, je ne sais pas s'ils sont connectés, mais au cas où, tout comme les gens de Google ou de n'importe quelle entreprise. Donc vous avez à droite tous les sites. Maintenant, ce que nous on estime, c'est que 95% des avis points de vente sont sur Google Maps, viennent de Google Maps et Facebook. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est près de 90%, 98% des avis de ces 3 dernières années. On va prendre quelques exemples pour que je puisse vous montrer pourquoi on pense ça. Déjà, Trustpilot. Trustpilot, c'est un acteur qui, au départ, fait des avis pour les marques et pas pour les points de vente. Ils sont en train d'avancer pour faire des avis de points de vente, mais ce n'est pas leur cœur de métier. Et après avoir testé une quarantaine d'entreprises, clients de partout, je n'ai pas trouvé d'avis point de vente local sur mes clients. Donc là, j'ai pris un client de partout qui est noté 4,8, meilleur taux, bravo à eux, 4,8, mais il n'y a pas d'avis point de vente. On note la marque meilleur taux. Or, partout a pour but de noter les points de vente. Donc, on est en train de travailler avec Trustpilot, mais ça n'a pas trop de sens pour l'instant, tant qu'il n'y a pas d'avis point de vente. Vous avez Renault ici. Renault, ils sont notés sur leur cœur de métier, c'est-à-dire Renault, la marque. Mais ça n'a pas vraiment de sens, parce que la réalité, c'est que c'est souvent des gens qui ne vont pas être contents qui vont noter ça, mais il n'y a pas les concessionnaires Renault qui potentiellement sont les vendeurs et qui potentiellement récupèrent beaucoup d'avis. Donc, au UK, il commence à y avoir beaucoup d'avis disponibles pour les points de vente, et c'est pour ça qu'on est en train de regarder avec partout pour une intégration. Mais c'était juste pour vous dire que beaucoup de gens nous disent « Ah, le DMA va remettre les avis points de vente, va y avoir… Yelp, page jaune et Trustpilot ». Non, la réalité, c'est que c'est très peu d'avis aujourd'hui que ça représente, quelques pourcents seulement, et qu'il vaut mieux commencer à répondre aux avis Google qui n'ont pas de réponse dans 95% des cas pour certains secteurs, plutôt que de se focaliser sur les autres avis. Point important, si je reviens ici, ce n'est pas parce que les avis sont présents sur les fiches Google Maps qu'ils peuvent être répondus depuis Google Business Profile. En fait, en réalité, aujourd'hui, aucun avis de ces plateformes ne peut être répondu depuis Google Maps. Et ils ne peuvent pas non plus être obtenus via API de l'interface Google Maps, ce qui pourrait être le cas un jour. Et si c'est le cas, Partout seraient les premiers à récupérer ces avis pour les intégrer à la plateforme Partout. Sachant que nous intégrons déjà les avis Facebook et TripAdvisor et que nous espérons pouvoir en intégrer plus à l'avenir si les technologies le permettent. Trustpilot, comme on en parlait. Un autre exemple, c'est des avis parfois absurdes. Et ça, c'est un exemple, mais il y en a des centaines. Vous avez le cas de Leclerc, le voilà,
Levallois-Perret. Leclerc-Levallois-Perret, c'est un client de partout. Et vous voyez un petit avis, je vois 2600 avis. Je ne sais pas si vous le voyez parce que c'est écrit en petit. Il y a un site qui s'appelle Galbier qui note 4,9. Leclerc-Levallois-Perret avec 2800 avis. J'espère que tout le monde voit. Vous pouvez mettre un oui pour m'encourager. Vous voyez, en fait, ce qui est particulier, c'est que ces avis de Galbier, c'est un site de notes de produits savoyards sur des bûchettes. Donc, ce qui s'est passé là, c'est qu'on a mis 1200 avis sur le Leclerc-Levallois-Perret, des avis qui proviennent d'un site de comparaison de viande savoyarde. Vous voyez bien que dans 80% des cas, les avis qui sont récupérés le sont de manière automatique, par scrapping, sur des sites qui n'ont pas de sens et parfois qui vont induire en erreur les clients. Et c'est ça que la Commission européenne va essayer de montrer, et c'est aussi ça que Google va essayer d'argumenter. Parce que ça n'a aucun sens de sortir de terre des avis qui parfois ont des années ou qui ne sont pas adaptés au point de vente pour les mettre en première position, juste pour rentrer rentrer dans le DMA. Donc là, il y a un vrai débat à avoir. Est-ce qu'on essaye juste de promouvoir la concurrence ou est-ce qu'on essaye de faciliter la vie des entreprises et la vie des internautes? Autre exemple, là, vous avez un site qui s'appelle Nice Local que je ne connais pas, mais pour voir les avis sur Partout, donc vous voyez, Partout a une note de 4,9 et pour y répondre, je dois payer 199 €. Et donc, on rentre dans un peu le Far West, je dirais, de ce nouveau marché, hein, qui est qu'il y a plein de sites qui vont mettre des avis sur vous et potentiellement, vous allez devoir payer 200 € par mois, je crois, pour y répondre. L'autre exemple à droite que vous pouvez tester, c'est les avis. Donc là, j'ai pris BNP Paribas. BNP Paribas est noté sur Société Info, 4,5. Et quand on clique sur le lien, on arrive sur une interface de connexion, tout est flouté. Et Société Info a-t-il vraiment des infos et des avis sur BNP Paribas, Paris, Saint-Philippe-du-Roule? Je ne pense pas. Et je pense que c'est un problème qui est que, en fait, à l'heure actuelle, c'est un peu le Far West. Google scrape des avis dans tous les sens et essaye de tout centraliser sur une fiche Google, mais l'expérience utilisateur est très déceptive par rapport au résumé. Et le but n'est pas de jeter la pierre à Google. Ils ont été obligés de passer beaucoup de temps à répondre à des directives qui peuvent parfois être contradictoires, voire absurdes. Et je pense qu'il y a un problème de communication majeur sur ce sujet-là, avec un enjeu immense et des gens qui n'ont pas forcément toutes les cartes en main pour prendre les décisions. Alors, je finirai par cette petite slide, un peu absurde. Donc, pour vous résumer ma position aujourd'hui, on a étudié des centaines de fiches, on a contacté Google, on a essayé de comprendre l'algorithme qui récupère les avis et on n'a pas du tout compris, mais au moins on vous a fait un résumé sur ce sujet des avis. Alors, on va répondre maintenant, donc 55 minutes, j'ai tenu dans l'heure. Il y a beaucoup de questions. Premier point, si vous souhaitez avoir une discussion sur ce sujet qui prendra plus de 20-30 minutes, nous, on fait des formations spécifiques. C'est-à-dire qu'on peut former soit des comités exécutifs à ce sujet-là, soit des équipes marketing, si vous avez des points de vente. Donc, il suffit de nous contacter sur notre site internet et de dire, voilà, j'ai vu le webinaire et en fait, j'aimerais bien avoir des compléments d'informations sur ce sujet sur les hôtels ou ce sujet sur les agences d'intérim, essayer de comprendre comment mieux s'adapter ou avoir un audit de votre store locator. Donc, ce webinaire, l'objectif, c'était d'ouvrir les portes, d'ouvrir le sujet, de vous donner tout le contexte et pour ensuite pouvoir vous y adapter. Et on vous tiendra au courant. Moi, mon objectif, c'est de pas m'arrêter là, c'est de continuer à faire un webinaire potentiellement dans 6 mois pour vous répondre. Maintenant, on va passer